Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. Donc voilà, ma question aujourd'hui, c'est comment réparer le passé? Alors moi, je suis philosophe, je ne suis pas historienne, donc je m'intéresse aux concepts, à leurs usages, à leur signification, à leur définition, et je suis philosophe politique. Et donc ici, ma question, c'est que signifie réparer lorsque par là, on se propose de répondre aux injustices du passé? Et comme tout ça est lié à Absalom, je ne m'intéresserai pas à toutes les injustices du passé, mais spécifiquement à celles qui concernent l'esclavage et la colonisation, et je me restreindrai surtout au contexte français. Alors quand on se demande ce qu'on fait exactement quand on répare, quel rapport est instauré à ce qui était auparavant, et ce que signifie une réparation juste, le recours à l'histoire peut être instructif. En France, c'est le terme « indemnité » plutôt que « réparation » qui a été utilisé dans les débats qui ont accompagné la seconde abolition de l'esclavage en 1848. Donc en avril 1948, la Seconde République décrète l'abolition de l'esclavage sur tout l'empire colonial français et l'État accepte de dédommager. Mais l'État accepte de dédommager qui ? Non pas les anciennes personnes mises en esclavage, mais les anciens propriétaires pour la perte de leurs biens, puisqu'ils sont considérés comme la partie lésée par l'abolition. Est ainsi votée une loi dite d'indemnité en 1849 qui accorde, alors en fonction de calculs sur lesquels on pourra revenir, 6 millions de francs or aux anciens propriétaires. C'est aussi le terme indemnité qui a été choisi dans une autre situation politique dont on vient un peu d'entendre parler, l'indemnité exigée par la France et accordée par Haïti, d'où vient cette peine, dans la pièce Absalom, en échange de la reconnaissance de l'indépendance de la jeune République noire, l'ancienne colonie de Saint-Domingue, par son ancienne puissance coloniale, la France, en 1825. Donc, il y aura 200 ans exactement l'année prochaine. Si on compare l'indemnité exigée par la France aux autres indemnités de l'esclavage, elle est assez singulière. Elle intervient très tardivement et selon des modalités un peu différentes des autres. Néanmoins, si on la compare à une autre loi, on voit des similitudes s'éclairer. Et cette autre loi, c'est la loi dite du milliard aux émigrés, qui est votée, elle aussi, en avril 1825, quelques jours seulement après l'ordonnance haïtienne, et qui a pour enjeu de dédommager les membres des anciens ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, qui ont perdu leurs biens saisis comme des biens nationaux lorsqu'ils ont fui la France durant la Révolution française. Dans les deux cas, celle de l'indemnité haïtienne et celle du milliard aux émigrés, il s'agit de dédommager les privilégiés de l'Ancien Régime, dépossédés de leurs propriétés par des mouvements révolutionnaires. Donc la logique de ces réparations-indemnités est la même, répondre aux violations du droit de propriété de l'ancienne classe dominante, essayer de faire table rase des changements opérés par la Révolution, revenir à l'ordre ancien. C'est la logique de la restauration. Alors que nous apprend, d'un point de vue conceptuel, théorique, cette plongée dans l'histoire en mouvement, dans l'histoire de la France du début du XIXe siècle? Ce double exemple d'indemnisation, 1825-1848, montre que si on veut penser la réparation dans une perspective de justice, ce qui est la mienne, c'est-à-dire si on se demande comment réparer une injustice qui a été commise, et si on se demande comment réparer justement ce qui a été fait, alors on ne peut pas penser la réparation simplement comme une indemnité ou comme une restauration. Réparer ne consiste pas simplement à compenser exactement une perte, même si cette équivalence est parfaite, ni à essayer de revenir en arrière, c'est-à-dire à annuler un moment de l'histoire. Si on cherche un critère de justice des réparations, il faut se demander quelle est la légitimité morale et politique de l'ordre du passé qu'on cherche à réparer et surtout de l'ordre de l'avenir qu'on cherche à créer par là. Quel est le type d'organisation politique, sociale, morale que la réparation contribue à construire pour nous aujourd'hui?
La réparation n'est pas simplement juste parce qu'elle revient à un statu quo hanté-fantasmé, ni parce qu'elle compense exactement une perte. La plongée dans l'histoire nous permet donc une clarification conceptuelle. Réparer n'est pas compenser ou restaurer, mais quelque chose de plus ou d'autre. Il existe aujourd'hui un champ d'études qu'on appelle les Reparation Studies, qui est un champ très actif depuis une vingtaine d'années, dans lequel les chercheurs, dans ces Reparation Studies, s'intéressent à des dispositifs extrêmement variés, tous pris sous l'angle des réparations. L'effacement de la dette, les réhabilitations, la reconnaissance de statuts administratifs, le statut de veuve, le statut de grand-mère, le statut de disparu des ayants droit, les restitutions, des restitutions de terres, des restitutions d'artefacts culturels ou sacrés, des restitutions de restes humains, les programmes de rapatriement, les commémorations, les muséifications, la création de centres culturels, l'ouverture d'archives, l'aide à la recherche, les excuses publiques, formelles, l'expression de regret, la réécriture de manuels ou de programmes d'histoire, le déboulonnement de statuts, l'accès aux soins physiques et psychologiques, la dépollution des terres, de l'eau. Tous ces enjeux sont des enjeux de réparation, ou en tout cas peuvent être conçus comme tels aujourd'hui. Alors cette diversité empirique a au moins le mérite de faire éclater les fausses évidences, c'est-à-dire l'idée que réparer consisterait à essayer de revenir en arrière dans un passé inaccessible. Cette diversité pourtant n'aide pas le philosophe et complique l'effort de théorisation. Que faire de cette diversité lorsqu'on cherche à penser la justice réparatrice? Comment y voir clair dans cette multiplicité? Redresser, réparer, rapatrier, regretter, reconnaître, restituer sont tous des gestes extrêmement différents dans notre rapport au passé, et d'autant plus différents qu'on peut les accomplir individuellement ou collectivement, c'est-à-dire en impliquant des groupes. Que s'agit-il de réparer ? S'agit-il de réparer des identités, des subjectivités blessées? S'agit-il de réparer des relations entre des individus ou des groupes? S'agit-il de réparer un lien de confiance avec nos institutions? S'agit-il de réparer un rapport de continuité avec nos morts? L'hypothèse de mon travail de recherche est que pour saisir la nature et la légitimité des réparations, c'est-à-dire que sont-elles et quand et pourquoi sont-elles justes, il faut procéder à un changement de paradigme. Autrement dit, il faut renverser la manière de penser. Il faut arriver à penser les réparations non pas comme une question de correction du passé, mais comme une question de transition du passé vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut se saisir de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Ça implique de penser que nous, la France, ne sommes pas une société stable, apaisée, qui pouvons négliger ou évacuer notre rapport à notre passé, passer sous silence le passé criminel, colonial, esclavagiste, impérialiste, lorsqu'on se pose nos questions de justice aujourd'hui et pour l'avenir. Pour organiser la répartition des biens, des ressources matérielles et symboliques, il ne faut pas faire comme si on réinventait tous les jours un contrat social de novo, comme par un geste de tabula rasa. Il faut au contraire poser les questions de justice pour nous, aujourd'hui et pour l'avenir, en prenant au sérieux le fait que nous sommes profondément travaillés et informés par un passé injuste. C'est la question que vous posiez tout à l'heure, de quelle histoire sommes-nous les héritiers? Dans le documentaire que Raoul Peck, réalisateur et ancien ministre de la Culture de Haïti, a réalisé sur James Baldwin, est cité un extrait d'un livre inachevé et non publié de Baldwin, Remember This House. Et je pense que la maison est aussi un thème important, dans lequel il fait le constat suivant. L'histoire n'est pas le passé, dit-il, c'est le présent. Nous portons notre histoire avec nous, nous sommes notre histoire. C'est cette présence vivante du passé recomposé dans notre présent que la question des réparations et de la justice réparatrice nous oblige à prendre en charge. Ça oblige à repenser l'ordre démocratique comme un ordre temporalisé, dynamique, à repenser le rapport entre histoire et justice. Il faut accepter que nous soyons une société en transition et que les sociétés libérales démocratiques, la France, n'est pas à la fin de l'histoire. Elles sont en réalité ces sociétés très semblables aux sociétés ou aux modèles pour lesquels la justice transitionnelle a été pensée à la fin des années 1990.
C'est le Rwanda, c'est l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud. Ce sont des sociétés qui sortaient tout juste de régimes autoritaires ou de guerres civiles, de génocide, et qui essayaient de se tourner vers la démocratie. Or, ce qu'on comprend en pensant les réparations pour nous dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est que nous sommes beaucoup plus proches de ces sociétés-là que ce que notre idéal type aime à représenter. Ça signifie que les effets systémiques et structurels de l'esclavage et du colonialisme, dont on vient d'entendre parler, n'ont pas été correctement analysés ni traités, et qu'ils se manifestent aujourd'hui constamment dans le tissu ordinaire de nos organisations. C'est la différence dans la présence et l'accessibilité des services publics dans nos territoires d'outre-mer. C'est la place de ce passé dans les programmes d'histoire, du primaire au supérieur. Ce sont les normes de santé publique et environnementale qui ne sont pas les mêmes selon les territoires. Ce sont les biais culturels, les stéréotypes racistes, les configurations de migration qui sont notre quotidien. Nous sommes beaucoup plus profondément affectés, fragilisés et clivés par notre passé que nous ne souhaiterions le reconnaître en général. Et il ne s'agit pas d'établir des rapports de continuité causale individualistes, mais bien des rapports structurels, et penser la continuité de la structure, ce qu'on vient d'entendre, entre certaines catégories, notamment politiques et juridiques, et notre présent aujourd'hui et les effets de ces structures, de ces catégories aujourd'hui. Les revendications de justice réparatrice expriment l'exigence d'une reconnaissance de la place de l'histoire dans notre réalité contemporaine et, surtout, des injustices inachevées qu'elle porte en elle. Les injustices non corrigées du passé tissent un environnement dans lequel, si on n'y prend pas garde, individuellement et collectivement, nous devenons des agents du ressentiment, de la haine recuite, incapables de nous projeter ensemble dans un projet politique commun et dans des relations de solidarité et de réciprocité qu'il appelle. C'est ce que j'ai appelé dans mon titre la modalité spectrale du passé, en écho, là encore, au fantôme de Absalom. J'ai emprunté mon titre à Derrida, Spectre de Marx, dans lequel il écrit « Le propre du spectre, s'il y en a un, c'est qu'on ne sait pas s'il témoigne, en revenant, d'un vivant passé ou d'un vivant futur. Nous devons nous défaire de ces fantômes du passé qui hantent notre présent, de ces revenants, de ces témoins d'un passé que nous aimerions beaucoup ne pas avoir été le nôtre, mais avec lequel nous sommes coincés, que nous ne pouvons ni défaire ni oublier, et que nous devons dépasser pour pouvoir réaliser un avenir commun. Alors, comment faire ? Si l'on utilise la typologie des réparations telle qu'elle apparaît dans la résolution de 2005 des Nations Unies, où est théorisée la justice transitionnelle, et les réparations sont un des piliers de la justice transitionnelle dans ces textes internationaux. 3 éléments sont possibles, et je conclurai sur ces 3 éléments. Réparer, c'est d'abord œuvrer à la connaissance entière, sans euphémisme, des crimes du passé. C'est ce qu'on appelle le droit à la vérité ou la satisfaction, par respect pour celles et ceux qui en ont souffert et pour mettre fin à la déshumanisation, à la dépersonnification qui leur a été imposée. La réparation ne modifie pas le passé, mais elle modifie le récit qu'on fait aujourd'hui sur ce passé. Réparer, c'est d'abord établir un récit historique, précis, sans faille, sans silence, où les crimes et les morts retrouvent leur place, où les spectres sont apaisés. Deuxièmement, on peut mentionner la restitution des artefacts culturels, des restes humains, des biens mobiliers et immobiliers volés au cours des guerres de colonisation, mais également au cours des périodes de colonialisme durant lesquelles les colonisateurs se sont appropriés en toute légalité et de manière systématique les productions artistiques et symboliques des colonisés, prouvant par là que ces colonisés n'étaient pas considérés comme si arriérés ou primitifs et qu'en tout cas leur production culturelle semblait d'un intérêt esthétique pour les colons. Enfin, réparer, c'est travailler à identifier, reconstruire politiquement les structures actuelles injustes dont nous avons hérité sans les interroger, et c'est ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Il ne s'agit pas simplement de répondre à certains effets individuels, des crimes, exploitation économique, enrichissement injuste, ce qui est important aussi, mais d'identifier et de transformer les structures institutionnelles et symboliques qui produisent des relations d'inégalité systématiques.
La réparation, donc, vise la prise en compte du passé dans le présent pour construire les conditions d'un avenir plus juste. C'est en cela que la justice réparatrice est tournée vers l'avenir, elle est reconstructive, elle est reconstitutive et elle est transformatrice. Elle participe de la volonté d'inclure dans le « nous » que nous souhaitons former ensemble, dans notre corps politique, des voix qui n'ont pas été invitées à se faire entendre auparavant. Je vous remercie.